Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers inconditionnels de Web Info Télévision, pour cette nouvelle production, toujours sur votre chaîne préférée, une production consacrée, n'est-ce pas, au décryptage des questions, des faits marquants de l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes exactement le mercredi 11 février 2026, ici sur ces plateaux de Web Info Télévision, et nous allons devoir, n'est-ce pas, décrypter quelques faits ayant marqué l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, nous allons d'abord commencer par Félix Tshisekedi, qui célébrait hier avec plusieurs énarques les 10 ans d'existence de l'ENA, l'École nationale de l'administration. Et du haut de la tribune, lors de son discours, Félix Tshisekedi a notamment décoré Mamadou Ndala, le colonel Mamadou Ndala, qui était, n'est-ce pas, mort lors des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et des troupes, n'est-ce pas, rebelles. Nous sommes là dans les années 2013. C'est en ce moment-là que le colonel Mamadou Ndala avait perdu sa vie. Et donc, Félix Tshisekedi a autant décoré le colonel Mamadou Ndala, mais il a également, n'est-ce pas, hum, il a également, n'est-ce pas, parlé de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, deuxièmement, nous allons évoquer, n'est-ce pas, cette audition qu'il y a eu au Congrès américain concernant les questions liées à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, les Américains, les députés, aussi bien les députés que les sénateurs américains, ont formulé plusieurs recommandations concernant, n'est-ce pas, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, des quelles recommandations il s'agit? Nous allons le savoir tout au long de cette session de décryptage, très chers abonnés. Alors, l'abbé Donatien Cholet a parlé une nouvelle fois de plus de dialogue, dialogue entre Congolais envisagé par quasiment toute la classe politique en République démocratique du Congo, et il a épinglé surtout que c'est inadmissible qu'il y ait un dialogue sans la participation de l'AFC M23. Puisque pour l'abbé Donatien Cholet, qui dit dialogue inclusif, dit la participation de tous les acteurs, y compris les différents délégués de l'AFC M23. Dans l'entretemps, l'ONU continue à plaider pour, n'est-ce pas, la réouverture de l'aéroport de Goma, pour, n'est-ce pas, s'assurer non seulement du contrôle aérien pour essayer de surveiller si le cessez-le-feu est appliqué, mais également pour certains vols à caractère humanitaire. Donc voilà les questions sur lesquelles nous allons devoir, n'est-ce pas, tourner tout au long de ces WAP décryptage qui connaît la participation de Faustin Mouillou à la réalisation. Merci d'être là. Merci de continuer à nous donner vos différents points de vue. Merci également de continuer à nous dire à partir d'où vous nous suivez, très chers abonnés. Et nous serons très heureux, n'est-ce pas, de partager avec vous ces moments précieux des décryptages de l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, je l'ai dit en liminaire, le président Félix Tshisekedi était face aux énarques, face, n'est-ce pas, euh, aux membres de l'École nationale de l'administration en République démocratique du Congo. Et sur place, Félix Tshisekedi a tenu un discours pour le moins tranchant, un discours dans lequel il est revenu sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Bah, c'était brièvement. Après, il a également parlé de Mamadou Ndala, qui, dont le nom, n'est-ce pas, est attribué à la présente promotion des énarques. Donc, Félix Tshisekedi est revenu sur ces deux points-là. Alors, nous allons devoir, n'est-ce pas, vous proposer de suivre ces discours de Félix Tshisekedi où il parle notamment de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et l'importance de l'ENA dans, n'est-ce pas, dans les perspectives des solutions à cette crise qui traverse la République démocratique du Congo. Suivez Félix Tshisekedi dans cet élément. Chaque fois que je préside une cérémonie comme celle-ci, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui incarnent, souvent dans le silence, la continuité de l'État et la dignité de notre souveraineté. Nos fonctionnaires, nos agents publics,
nos policiers et nos militaires. Aujourd'hui encore, alors que notre pays fait face à une agression vile, barbare et prédatrice à l'Est, beaucoup restent debout sous le feu, refusant de céder un seul pouce de notre territoire. Leur sacrifice est le socle de notre dignité nationale. Qu'ils trouvent dans nos paroles et dans nos actes l'écho de notre reconnaissance et la preuve que la République ne les oubliera jamais. Chers énarques de la 9e promotion, vous avez fait un choix hautement symbolique. Vous avez placé votre promotion sous le nom du général Mamadou Ndala. Ce nom n'est pas un simple emblème, c'est un héritage, bien plus une responsabilité. Porter ce nom, c'est de vous obliger à la hauteur d'intégrité, hauteur de discipline, hauteur de courage. Si le général Mamadou Ndala est tombé sur le champ de bataille pour la défense de l'intégrité territoriale, votre champ de bataille à vous sera celui de l'administration publique. Vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Mesdames et messieurs. Voilà donc Félix Tshisekedi qui était en train de parler, n'est-ce pas, aux énarques. Il était en train de parler aux énarques de la question liée à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais également du rôle qu'ils sont appelés à jouer pour, n'est-ce pas, que la région de l'Est et de la RDC puisse être finalement pacifiée. Il a notamment fait allusion au rôle ô combien significatif que joue jour et nuit le militaire, le policier et bien d'autres Congolais qui sont sous les feux et qui ne ménagent aucun effort, n'est-ce pas, pour que la paix revienne à l'Est de la République démocratique du Congo. Il a également parlé, n'est-ce pas, du nom que porte cette 9e promotion au niveau de l'ENA, le nom de Mamadou Ndala, je vous le rappelle, assassiné dans des circonstances tragiques depuis le 2 janvier, n'est-ce pas, 2014. Ça va faire maintenant, ça fait plus de 10 ans que la République démocratique du Congo avait perdu cet homme de valeur, cet homme qui avait, n'est-ce pas, mené les forces armées de la République démocratique du Congo jusqu'à la victoire face à l'AFC M23 entre 2012 et 2013. Donc voilà donc les noms que porte la 9e promotion au niveau de l'ENA. Et donc Félix Tshisekedi a tenu, n'est-ce pas, à rendre hommage à Mamadou Ndala. Alors vous êtes en train de le voir sur vos images, très chers abonnés, et les circonstances d'ailleurs de son décès le 2 janvier 2014 après avoir vaincu, n'est-ce pas, l'AFC ou disons le M23 à l'époque. Donc c'était ça les discours de Félix Tshisekedi, un discours d'ailleurs que vous avez suivi sur WAB Info Télévision en long et à large hier, mardi 10 février 2026. Alors je vous ai parlé de l'audition de plusieurs députés et sénateurs américains autour de la question liée à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, avec plusieurs recommandations formulées toujours aux États-Unis dans le Congrès américain. Alors cela fait suite, n'est-ce pas, aux accords de Washington signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ou pour être plus précis, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame autour, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Des accords dont se prévaut aujourd'hui Donald Trump, puisque Donald Trump dit qu'il a déjà ramené la paix à l'est de la République démocratique du Congo à travers, n'est-ce pas, ces accords. Mais les députés et les sénateurs américains s'y sont penchés
pour savoir où est-ce qu'on en est exactement. Alors, récemment, nous étions en train de parler de la non-effectivité, de ces accords de Washington qui pourtant allaient dans le sens de promouvoir un cessez-le-feu. Mais sur le terrain, on se rend compte que jour après jour, il y a toujours des affrontements, il y a de provocations de part et d'autre, au point qu'on se demande si vraiment ces accords de Washington ont de l'impact sur le terrain. Et donc aujourd'hui, on en est à une situation où il y a non seulement non-effectivité du cessez-le-feu, mais également la remise en cause globale des accords de Washington. Voilà donc pourquoi les élus américains, aussi bien du Sénat que de la Chambre des représentants, se sont penchés sur cette question et ils ont d'ailleurs formulé plusieurs recommandations. Alors la première recommandation vient de Chris Smith, qui est le représentant du sous-comité Afrique du comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Donc c'est un député. Il a dit ceci: de manière critique, les accords de Washington incluent un concept d'opération en 4 phases auxquelles les deux parties se sont engagées. Cela est, qui dit deux parties, fait allusion notamment au Rwanda et à la RDC. Cela est essentiel pour que le Rwanda accepte de retirer ses troupes, mais uniquement si la RDC respecte un calendrier synchronisé visant à éliminer la milice FDLR. Alors que l'idéologie génocidaire du FDLR demeure la principale préoccupation en matière de sécurité nationale pour le Rwanda, nous attendons également du M23 et du Rwanda qu'ils prennent des mesures pour démobiliser les combattants placés sous leur contrôle. Voilà donc la recommandation formulée par Chris Smith, qui est le représentant du sous-comité Afrique du comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Alors, c'est un député américain qui a formulé cette recommandation-là. Alors, sa recommandation va dans le sens de demander aussi bien au Rwanda de retirer ses mesures de défense, ses mesures défensives, mais aussi à la RDC d'arrêter son soutien au FDLR, puisqu'il a dit: cela est essentiel pour que le Rwanda accepte de retirer ses troupes, mais uniquement si la RDC respecte les calendriers synchronisés. C'est très important. Calendrier synchronisé visant à éliminer la milice FDLR. Donc, aussi bien il est demandé au Rwanda d'arrêter son soutien au M23, un soutien que le Rwanda a toujours, n'est-ce pas, nié. Il est également demandé à la RDC d'arrêter son soutien au FDLR, un soutien que la RDC a toujours démenti également. Donc voilà où est-ce qu'on en est, où se situe le blocage. Le M23 nie être, n'est-ce pas, disons, un bras armé du Rwanda, c'est-à-dire le Rwanda en même temps nie son soutien au M23, mais également la RDC nie avoir des soutiens ou héberger les forces démocratiques de la libération du Rwanda, FDLR en sigle. Donc les deux parties nient leur soutien aussi bien au M23 qu'au FDLR. Et pendant ces temps, Washington demande aux deux parties d'arrêter tout soutien au M23 et FDLR. Voilà donc où se situe toute la problématique, où se situe d'ailleurs tous les blocages. Et donc les députés Chris Smith, américain, veut que tout aille finalement vite. Alors il y a un autre élu américain qui a formulé une recommandation, c'est Christian Géraud. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Bien que l'ingérence du Rwanda dans l'Est de la RDC soit réelle et doit être stoppée, le Rwanda n'est pas le principal moteur de l'instabilité en RDC. Mettre fin à l'action du Rwanda seul ne résout pas la prolifération des dizaines d'autres groupes armés tels que l'ADF, le Codeco, les Red Tabara, Wazalendo, Mobondo et bien d'autres. Les graves défaillances de gouvernance, la corruption et les institutions faibles qui permettent à ces groupes armés de se régénérer et à ces conflits de réapparaître, pense donc Christian Géraud Neema, qui fait partie, n'est-ce pas,
de ces élus américains qui ont essayé un peu de formuler les différentes recommandations pour, n'est-ce pas, en finir avec l'insécurité à l'est de la RDC. Donc, pour Christian Géraud, les problèmes les problèmes de l'insécurité à l'est de la RDC ne se situent pas qu'au Rwanda, n'a pas de cause que le Rwanda, mais bien d'autres causes profondes qui font que des groupes armés tels que l'ADF, les Codeco, les Red Tabara, Ouazalendo, Mobondo et bien d'autres puissent tout le temps se régénérer. Et pour cet élu américain, les causes profondes sont les graves défaillances de la gouvernance. Alors là, il rejoint la rhétorique ou les narratifs développés toujours par le Rwanda qui pensent que la cause, l'une des principales causes, n'est-ce pas, du conflit en RDC, c'est, n'est-ce pas, la mauvaise gouvernance. Il parle également de la corruption. Il rejoint également le Rwanda dans ce sens-là, mais également les institutions faibles. Donc, ce sont là les trois raisons pour Christian Géraud de conflits perpétuels à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, je vais vous les lire une nouvelle fois de plus. Les graves défaillances de gouvernance, la corruption et les institutions faibles. Alors, un autre, cette fois c'est une dame, hein, une autre élue américaine a également émis son point de vue concernant toujours la situation sécuritaire à l'est de la RDC, mais également le non-avancement des accords de Washington. Alors, c'est Jacobs, c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle a dit ceci. Permettez-moi d'être clair. Les deux parties ont pris les engagements qu'elles n'ont pas respectés. Les Rwandais continuent manifestement de soutenir les M23 et de déployer ses propres forces. Les chiffres les plus récents faisant état de 5 000 à 7 000 soldats sur les territoires de l'Est et de la République démocratique du Congo, sans même compter la récente offensive sur Uvira qui constitue une violation de la souveraineté de la RDC. De son côté, l'armée de la RDC a, selon le rapport, poursuivi sa collaboration avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, une milice fondée par les responsables du génocide rwandais en 1994 en collaboration, en contravention des accords. Donc, c'est ce que pense cet élu. Donc, il dit exactement, c'est que plusieurs rapports révèlent de jour en jour, au jour les jours quasiment, que le Rwanda continue de soutenir les M23 et les FRDC, c'est-à-dire la RDC continue d'appuyer ou de soutenir les FDLR. Et donc, c'est la raison pour laquelle, selon elle, les conflits persistent à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, Chris Smith également est revenu en disant ceci, en formulant une telle, celle-ci comme recommandation. Par conséquent, nous devons reconnaître le rôle indispensable de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, conjointement avec l'Union africaine. À maintes reprises, lorsque les solutions politiques ont échoué, la CENCO et l'ECC sont intervenus. Aujourd'hui, alors que nous mettons en œuvre les accords de Washington, des organisations comme la CENCO et l'ECC ne sont pas de simples observatrices. Elles constituent la clé pour faciliter un dialogue national inclusif en RDC qui intègre tous les acteurs des mouvements de la société civile, des confessions religieuses, de partis politiques et des groupes armés afin de promouvoir la cohésion sociale, l'unité nationale et les principes de bonne gouvernance, a donc déclaré Chris Smith, qui est bien évidemment le chargé de toutes les questions liées à l'Afrique à la Chambre des représentants. Qui dit Chambre des représentants c'est quasiment les similaires de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Donc, Chris Smith est revenu sur les rôles décisifs que doit jouer ou que joue les duos CENCO et ECC qui malheureusement est recalé dans les processus, n'est-ce pas, de médiation et de dialogue par le président Félix Tshisekedi. Donc, Chris Smith pense que maintenant ou jamais,
la CENCO et les CC doivent jouer leur rôle, n'est-ce pas, pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. De la même manière que ces deux structures-là religieuses ont souvent apporté leur contribution pour, n'est-ce pas, la fin de crise politique en RDC. C'est le cas où vous avez parlé, n'est-ce pas, des accords de la Saint-Sylvestre qui avaient quasiment sauvé la RDC d'une des plus grandes crises de l'histoire de la RDC. C'était grâce, n'est-ce pas, à la CENCO. C'était grâce, n'est-ce pas, aux évêques que la RDC s'était sortie de cette crise-là. Et donc, Chris Smith, ces députés américains, pensent que la CENCO et les CC doivent, n'est-ce pas, être la clé, c'est ce qu'il a dit, la clé pour faciliter un dialogue national inclusif. Alors, on va revenir un peu plus tard sur la position de la CENCO, émise notamment par Donatien Cholet, qui était dans une interview et qui a martelé sur le fait que le dialogue doit vraiment être inclusif et doit faire participer plusieurs, sinon tous les politiciens, toutes les mouvances politiques, aussi bien civiles que militaires, afin, n'est-ce pas, que ces derniers, que ces dialogues puissent être assortis des solutions exactes aux problèmes de la République démocratique du Congo. Voilà donc la manière dont les élus américains se sont penchés sur la question liée à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ils ont voulu, n'est-ce pas, analyser ou étudier où est-ce qu'on en est avec les accords de Washington. Les accords de Washington qui sont plus que jamais remis en cause et qui souffrent, n'est-ce pas, d'effectivité sur les terrains, puisque l'AFC M23 et le FRDC continuent de s'affronter, continuent, n'est-ce pas, de s'accrocher. On vous a parlé notamment des récents accrochages qui ont vu les ou disons qui ont vu les Wazalendo récupérer, n'est-ce pas, certaines localités dans le site Kivu, mais également à Rutshuru et à Walikale en fin de semaine, de la semaine dernière, où vraiment il y a eu des accrochages entre les deux parties. Et donc les élus américains ont voulu, n'est-ce pas, étudier ou analyser là où est-ce qu'on en est avec ces accords de Washington. D'ailleurs, ils ont également émis des recommandations concernant les dialogues national inclusif en République démocratique du Congo, et ils ont surtout, n'est-ce pas, donné du crédit à l'initiative menée par les évêques de la CENCO et les pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Alors, puisqu'on est en train de parler justement de dialogue, l'abbé Donatien Cholet s'est confié sur la position des évêques concernant, n'est-ce pas, le dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Et il a soutenu la position qui soutient la CENCO. C'est-à-dire, l'abbé Cholet a dit pas de dialogue inclusif en RDC sans la participation de l'AFC M23. Alors, je vais vous lire ces différentes réponses. C'était en interview exclusive avec nos confrères d'actualité.cd, où l'abbé Cholet a vraiment été interrogé sur les dialogues et la position des évêques de la CENCO, mais également de pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Notre initiative n'a jamais considéré le dialogue comme un affront ou un projet de société, mais comme un moyen concret pour mettre fin à la guerre, unifier les pays et relancer les processus démocratiques. L'inclusivité ne signifie pas primer ceux qui ont fait couler le sang. Il existe plusieurs façons de responsabiliser à des degrés différents. Il peut y avoir des mécanismes de justice transitionnelle. L'essentiel est de trouver un consensus entre les parties sans que les médiateurs imposent des conditions préalables et rigides. Nous pensons qu'il serait plus efficace que tout le monde se retrouve autour de la même table, a donc déclaré l'abbé Donatien Cholet avant de poursuivre en disant ceci. C'est une diversion
Depuis des années, la Senko et les CC ont dénoncé l'agression rwandaise dans les termes clairs. Alors, c'était une réponse pour ceux qui pensent que les évêques de la Senko et les CC ne dénoncent pas l'agression rwandaise dont est victime ou dont serait victime la République démocratique du Congo. Donc, à cette question-là, c'est notamment une réponse à Patrick Mouyaya qui dit souvent que les évêques n'ont jamais dénoncé l'agression rwandaise en RDC. Donc, Donatien Cholé a répondu en ce sens, c'est une diversion. Depuis des années, la Senko et les CC ont dénoncé l'agression rwandaise dans des termes clairs, y compris dans des plaidoyers internationaux conjoints. Mais constater que les dénonciations seules n'ont pas suffi nous a poussé à proposer d'autres voies. Nous ne changeons pas d'attitude selon qui est au pouvoir. Nous avons fait la même chose dans l'opposition et nous la ferions pour n'importe quel président. Notre objectif reste la souveraineté et la réunification du pays que nous ne concevons pas sans un dialogue inclusif. Donc, Donatien Cholé, l'abbé Donatien Cholé, a essayé un peu d'expliquer comment les évêques ont toujours également dénoncé l'agression rwandaise en des termes très clairs d'ailleurs. Dans plusieurs salons diplomatiques, il a également signifié que les dénonciations ne suffisent pas. Donc, le fait de dénoncer jour et nuit les Rwandais ne suffit pas pour, n'est-ce pas, trouver la solution au problème de la RDC. Voilà pourquoi Donatien Cholé dit que c'est la motivation d'ailleurs pour laquelle les évêques ont trouvé ou ont cherché une autre voie pour solutionner, n'est-ce pas, la crise à l'est de la RDC. Et qui dit une autre voie dit notamment le dialogue national inclusif qui doit, n'est-ce pas, mettre sur la même table tout le monde. Et qui dit tout le monde dit également l'AFC M23. Alors, il a poursuivi en ce sens. Une grande partie du pays échappe déjà au contrôle de l'État. Si on dialogue sans eux, c'est-à-dire sans les M23, pendant que le cessez-le-feu tient, ils consolident leur position. L'accord de Washington demande un recul du M23, mais sans accord global, les temps jouent en leur faveur. C'est une distraction dangereuse qu'est de l'ignorer. Le dialogue doit servir à réunifier concrètement le pays. Le président Lorenzo nous a indiqué avoir discuté plusieurs fois avec le président Tshisekedi de la nécessité d'un dialogue national inclusif, y compris avec ceux qui ont pris les armes. Je ne sais pas comment il réagira aux conditions actuelles du chef de l'État, mais son rôle d'accompagnateur via l'Union africaine pourrait aider à harmoniser les vues. C'est une extrême nécessité le plus tôt possible. Un cessez-le-feu ne profite au peuple que s'il permet de résoudre les problèmes de fond. Élections, CENI, réformes. Plus on retarde, plus les zones occupées s'enracinent et plus les échéances électorales deviennent compliquées. Notre initiative respecte pleinement l'ordre constitutionnel. Donc, vous sentez que dans la déclaration de Donatien Cholé, de l'abbé Donatien Cholé, il y a déjà en ligne des murs les échéances électorales. Donc, l'abbé Donatien Cholé voudrait que l'on s'y mette tout de suite. L'on se mette tout de suite sur la même table, y compris avec l'AFC M23, pour trouver la solution afin, n'est-ce pas, de baliser les processus électoraux des élections qui doivent se tenir nécessairement en 2028. Alors là aussi, ça pose problème, puisque plusieurs proches du président Félix Tshisekedi évoquent, n'est-ce pas, la continuité de Félix Tshisekedi à la tête du pays après 2028. Alors cela fâche vraiment plusieurs membres de l'opposition en République démocratique du Congo. Voilà, donc Donatien Cholé également plaide pour, n'est-ce pas, la présence de l'AFC M23, l'invitation de l'AFC M23 au prochain dialogue national inclusif. C'était déjà le cas voilà, d'un autre opposant, Jean-Marc Kabound, qui a également plaidé pour la présence de l'AFC M23 au prochain dialogue inclusif. Sans quoi, sans cette présence, ces dialogues-là seraient
un non-sens absolu. Alors, nous sommes toujours dans cette interaction concernant les dialogues inclusifs et dans la foulée de ces interactions, de ces débats autour du dialogue national inclusif, du format que ces dialogues doivent prendre et même du lieu où ces dialogues doivent se tenir. Point besoin de revenir sur la contradiction autour du médiateur. Pendant que l'opposition a choisi les évêques comme médiateurs, la majorité, c'est-à-dire les régimes en place, jure mordicus sur Joao Lourenço, le président angolais, comme médiateur de ces pourparlers-là. Alors, pendant ces temps, l'ONU continue à pousser pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Alors, l'aéroport de Goma qui avait été fermé juste après l'entrée de l'AFC M23 dans la ville et qui aujourd'hui ne sert plus, n'est-ce pas, d'intermédiaire de communication entre, n'est-ce pas, plusieurs pays. L'aéroport international de Goma, qui est, en tout cas, qui fait partie des meilleurs aéroports de la RDC, c'est un aéroport international qui abrite, n'est-ce pas, qui facilite notamment la circulation de plusieurs vols internationaux, mais également le flux aérien, le flux vraiment venant de plusieurs pays qui assure, n'est-ce pas, le lien entre plusieurs pays, mais qui est fermé depuis, n'est-ce pas, la prise de Goma par l'AFC M23. Alors, l'ONU continue de plaider pour la réouverture de cet aéroport-là, un aéroport charnière, vraiment un aéroport qui, n'est-ce pas, booste quasiment le développement. Et c'est à travers, n'est-ce pas, Jean-Pierre Lacroix que la position de l'ONU concernant la fermeture ou la réouverture de l'aéroport de Goma a surgi. Qu'est-ce que Jean-Pierre Lacroix a dit par rapport à la réouverture de l'aéroport de Goma? Jean-Pierre Lacroix, je vous rappelle, c'est le secrétaire général de Nations adjoint, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de mission de maintien de la paix. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Nous ne sommes pas encore, nous n'y sommes pas encore, et même loin de là, dans une situation où il y a un cessez-le-feu effectif dans l'Est. Mais il y a une situation à Uvira où le M23 s'est désengagé. Il faudra d'abord des reconnaissances aériennes, ensuite le déploiement d'un nombre limité de personnel sur les terrains à Uvira, et puis éventuellement ensuite une présence plus substantielle. Il faudrait que nous puissions probablement partir de l'aéroport de Goma, d'où partiraient les hélicoptères pour les missions de reconnaissance, a donc indiqué Jean-Pierre Lacroix, qui plaide dans ce sens-là pour la réouverture de l'aéroport de Goma, une réouverture urgente, puisque sans cette réouverture de l'aéroport de Goma, il sera très difficile à l'ONU de poursuivre sa mission, n'est-ce pas, d'observation du cessez-le-feu. Sa mission de faire respecter les cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo. Un cessez-le-feu illusoire. D'ailleurs, Jean-Pierre Lacroix venait d'en parler en disant qu'il est aujourd'hui difficile d'affirmer que le cessez-le-feu est vraiment respecté à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, pour que l'ONU s'assure du respect du cessez-le-feu, il faut que l'aéroport de Goma soit réouvert afin de permettre, n'est-ce pas, à l'ONU de disponibiliser le matériel suffisant pour, n'est-ce pas, mener des observations du respect de ces cessez-le-feu-là. Alors, l'aéroport de Goma qui est toujours fermé, qui avait été vandalisé juste avant l'entrée de l'AFC M23 à Goma, la tour de contrôle n'est toujours pas opérationnelle. On ne sait pas où est-ce qu'on en est avec l'opération de déminage, puisqu'il y a eu beaucoup de mines qui avaient été plantées dans cet aéroport-là, le rendant inopérationnel. Les Rwandais qui pensent que cet aéroport-là ne doit pas être rouvert de sitôt parce qu'il pourrait servir de base militaire pour Kinshasa afin d'atteindre Kigali. La FCM 23 qui pense que la réouverture de l'aéroport de Goma n'est pas du tout opportun, surtout que ça permettrait à Kinshasa, n'est-ce pas, d'y déployer
de matériel militaire. Donc, on en est à un niveau de blocage où c'est très difficile à l'heure actuelle, très chers abonnés, de savoir quand et comment l'aéroport de Goma pourrait être réouvert. Mais en tout cas, c'est une nécessité émise par l'Organisation des Nations Unies afin de s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, merci beaucoup, très chers abonnés, de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir accordé un intérêt particulier à cette production, à ces décryptages sur Web Info Télévision. Nous vous disons à très bientôt et surtout continuez de vous accrocher sur les différentes productions sur Web Info Télévision, puisque tout à l'heure, il y a un journal télévisé qui vous sera proposé.